J'aime bien mon horloge à Nixie, mais elle a un gros défaut. Elle n'est pas précise. Le temps est venu de corriger cela. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Vous vous rappelez sûrement de ce millivoltmètre à Nixie que j'ai converti en horloge 12 heures dans ma vidéo numéro 577. Ce serait peut-être une bonne idée que vous la revoyiez, cette vidéo. Question de vous replonger dans le projet. Lien dans la description. À part l'ampoule à néon, qui a rapidement flanché et que j'ai remplacé dans ma vidéo numéro 581, l'horloge a été essentiellement fiable. Sauf pour une chose. J'ai rapidement constaté qu'elle roule bien trop vite. Elle prend plus de 10 secondes par jour. C'est comme plus de 115 parties par million trop vite. Imaginez, après une semaine, elle gagne plus d'une minute. C'est donc inacceptable. Même les montres les moins chères et les cadrans réveil font beaucoup mieux. Sur la plaquette STM32 Black Pill que j'ai utilisée, la base de temps de l'horloge de temps réel, RTC, Real Time Clock, c'est un résonateur à quartz de 32 768 Hz. Au fond, cela ne me surprend pas vraiment quand on sait que ces plaquettes sont assemblées pour être vendues au prix le plus bas possible et en immense quantité. La qualité des composants est donc très variable. J'ai d'entrée de jeu pensé que la seule façon de remédier au problème serait de commander un bien meilleur résonateur 32 kHz d'un fournisseur réputé, DigiKey, Mouser, Element 14, peu importe, RS. Mais avant de procéder, j'ai décidé de voir ce qui pouvait être fait à l'interne sur le module d'horloge RTC du STM32. Car plusieurs puces d'horloge de temps réel offrent des mécanismes de correction du temps. Est-ce que le microcontrôleur STM32 F401CC du Black Pill possède un tel mécanisme de correction? Oui. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Vous verrez que je m'y prends de deux façons distinctes pour discipliner cette horloge. Alors la période de l'horloge, c'est de moins d'une seconde. C'est en fait 144 parties par million trop rapide. Alors, pas surprenant qu'elle prend plusieurs secondes par jour. Voici le diagramme bloc de l'horloge RTC interne au STM32 F401CC. La plupart des STM32 ont une horloge RTC qui est très similaire avec ceci. Il y a des petites variations dans les versions d'horloge, mais dans le cas du 401, c'est ceci. On a notre 32768, 32768 Hz qui est reçu. C'est notre fameux résonateur. Et c'est la référence par défaut, bien qu'on puisse choisir d'autres références en entrée. Par défaut, c'est bien cette horloge qu'on utilise pour faire fonctionner notre RTC. Il y a deux fonctions que j'aimerais vous présenter. La première, c'est qu'il est possible de faire un étalonnage à résolution très fine. Il y a un bloc pour faire cela et on va l'utiliser. C'est une des méthodes qu'on va utiliser, c'est-à-dire faire une forme de compensation de fréquence, puisqu'effectivement, notre résonateur est complètement à côté de la plaque. Alors, on va utiliser cette fonction, calibration RTC douce, donc fine, parce qu'il existe un bloc aussi de calibration, d'étalonnage grossier. Et ce bloc, les sauts sont trop grands, donc la résolution n'est pas suffisante. On va plutôt utiliser ici la section de calibration fine. L'autre caractéristique qu'on va utiliser, c'est la fonction de synchronisation avec une référence extérieure. Ici, malheureusement, on ne montre pas l'entrée 50 Hz ou 60 Hz, mais il y a dans cette horloge RTC un système de comparaison avec une référence externe. Il y a une broche qui n'est pas montrée dans le diagramme, mais qui est bel et bien assignée, on peut l'assigner, et qui normalement est branchée sur le secteur 50 ou 60 Hz. La voilà notre référence principale, si on peut dire. C'est-à-dire que lorsque le système sera en fonction, on aura une référence qui va faire fonctionner l'horloge, qui va être assez juste, assez précise à long terme. Et lorsque l'horloge sera éteinte, on ne pourra pas se fier sur cette référence de 50 ou 60 Hz. À ce moment-là, la correction de calibration fine que j'aurai faite nous mettra beaucoup plus près
de la vraie bonne référence. Alors, il y a effectivement un bloc qui regarde à une référence de 50 ou 60 Hz, qui fait la décision, à savoir est-ce que c'est 50 ou 60 Hz. Et les fronts montants de cette horloge seront comparés à l'horloge interne 1 Hz. Et l'horloge interne 1 Hz sera compensée pour aligner toujours le front montant du 1 Hz au signal de référence externe. De sorte qu'à court terme, ça va bouger, mais à long terme, ça va toujours être bien aligné sur le 50 ou 60 Hz. Alors ça, c'est le deuxième mécanisme que je vais utiliser pour rendre le système beaucoup plus stable et, on va dire, précis, puisque dans l'horlogerie, on utilise souvent l'expression précis ou précise. Alors, on parle de précision ici, donc de stabilité. Ce que je veux, moi, c'est une horloge qui sera stable, pas nécessairement absolument à l'heure juste, mais au moins qu'elle ne glissera pas. Donc, on parle de précision. C'est bien le terme en français pour utiliser. Justesse, ça serait vraiment l'heure tout à fait exacte, qui ne bouge pas non plus, évidemment. Donc, ce qui est exact va être précis, mais ce qui est précis ne sera pas nécessairement exact. Bon, alors, il y a toutes sortes de diviseurs dans l'horloge RTC qui finit par produire un signal de 1 Hz. Le signal 1 Hz ici, on peut le diriger vers une broche de sortie. Et dans les différents essais que j'ai faits, je monitorais cette broche qui est une pulsation à une fréquence d'1 Hz. Et c'est vraiment l'horloge interne qui fait avancer le calendrier, donc heure et date. C'est vraiment cette horloge-là qui sert à faire fonctionner l'horloge. Et on peut la monitorer, cette horloge, à l'extérieur. Donc, il sera intéressant de faire des mesures de cette horloge d'1 Hz versus, par exemple, l'entrée de 60 Hz qui rentre dans un de ces blocs. Malheureusement, ce n'est pas illustré et ce n'est pas bien expliqué non plus, mais qui permet de faire la comparaison. Donc, ce sont les deux mécanismes que je vais utiliser. L'étalonnage fin permet de varier la fréquence du 1 Hz de moins 487 parties par million à plus 488 parties par million, ce qui est beaucoup plus que le 115 parties par million que j'ai constaté que le résonateur est. Donc à côté, mais pas tant que cela. Donc, on va pouvoir ajuster l'horloge RTC pour compenser pour ce décalage-là. Et la résolution, c'est de 0,9 parties par million. Donc, ce n'est pas super fin, mais ça sera bien assez pour se rapprocher de la perfection, si on peut dire, versus les 110 et plus parties par million que j'ai constaté. Et avec le système d'alignement sur la référence de 60 Hz, on sera en voiture lorsque le système est allumé. Sinon, on pourrait être à côté de 1 ou 2 parties par million, ce qui sera beaucoup mieux. Pour pouvoir injecter du 60 Hz dans notre STM32 Blackpill sur la broche PB15, qui est la broche qui est la seule broche qu'on peut utiliser d'ailleurs pour injecter le 60 Hz ou le 50 Hz, le secteur, il faut penser à un petit circuit d'interface. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, 60 Hz, tout de suite, je vais mettre un optocoupleur. Comme ça, ça va vraiment créer une isolation entre le côté 60 Hz, donc l'horloge elle-même, et le côté microcontrôleur ici. Alors, j'ai utilisé un CATN26, qui est un optocoupleur vraiment très commun, qu'on voit partout. Il y en a plusieurs, le TIL 111, le CATN25, CATN26. Ça fait à peu près toute la même chose. On a un transistor de disponible et ce transistor est excité par une lumière interne infrarouge, ce qui fait conduire le transistor. Voilà. Alors, j'ai trouvé à l'intérieur de mon millivoltmètre Digitech, il y a un transformateur de secteur. Alors, j'ai trouvé un enroulement de 6,3 volts, donc CA. Et c'est cet enroulement, donc je suis allé m'attacher directement sur l'enroulement. Et j'ai dimensionné une résistance en série pour limiter le courant, bien sûr, dans la diode LED, ici. Et donc, j'ai dimensionné essai-erreur, pour être bien franc avec vous, pour avoir une réponse du transistor qui était suffisante ici. J'ai bien sûr vérifié que le courant maximum n'était pas atteint, même en crête du 6,3 volts. Et tout était bien correct. Pour protéger la diode d'une tension inverse, il faut faire quelque chose parce que c'est pas très élevé. De mémoire, je crois que c'est seulement 5 volts avant que la diode passe en avalanche. Donc, ils se mettent à conduire en sens inverse, ce qui n'est pas bon. Donc, j'ai mis une diode, un N4001, qui, elle, va conduire lorsque le secteur est inversé. Ça ne passe pas à travers la diode interne, ça va passer à travers la N4001.
ce qui va maintenir 0,6 volts environ. Et donc, la diode interne ne conduira pas, elle sera protégée bien sûr. Alors, branché sur un enroulement, déjà, il y a quand même de l'isolation, vu que c'est du côté secondaire du transformateur, mais avec un optocoupleur, c'est encore mieux. Ici, encore une fois, j'ai dû mentionner la résistance pour avoir une onde carrée, ou en tout cas presque carrée, là. Donc le transistor sature assez rapidement, d'une amplitude d'environ 3 volts, ce qui va être suffisant pour aller dans le 3,3 volts. Et donc, ce transistor, du côté collecteur, j'ai utilisé le 3,3 volts fourni par le Blackpill. Je m'en sers bien sûr pour créer ce signal d'onde carrée qui va suivre, lorsqu'il y aura front montant ici sur le secteur, il y aura front montant ici sur le signal 3,3 volts. Ça n'a aucune importance, bien sûr. Ça aurait pu être le front descendant qui aurait créé un front montant ici. L'important, c'est que ça soit toujours le même. Et donc, la résistance ici, c'est une résistance pull-down qui, lorsque le transistor ne conduit pas, à cause qu'il n'y a pas d'énergie arrivant sur le cycle positif de nos 60 Hz ici, bien, cette résistance tire vers le bas, donc vers le zéro. Et lorsque le transistor conduit, cette résistance n'est pas assez forte pour garder au zéro. C'est le transistor qui va tirer la ligne ici vers le 3,3 volts, puisqu'il est quasiment saturé, pour ne pas dire complètement saturé. Alors, c'est ça le système de la conversion. Je vous montre tout de suite comment je l'ai implémenté dans ma petite boîte. Alors, vous aviez vu la petite boîte dans la vidéo de construction de l'horloge. Alors, ce que j'y ai ajouté, d'abord, ma référence 60 Hz, 6,3 volts, arrive ici. J'ai torsadé la paire, elle est indépendante du reste du circuit. Et je viens attaquer ici, à travers la résistance d'1 kΩ, je viens attaquer mon optocoupleur, le Caten 26. Et il y a la résistance pull-down qui est juste ici. Et j'attaque la bonne broche sur le STM32 Blackpill. Alors, c'est simplement ça, la modification. J'en ai profité pour ajouter des petites broches pour pouvoir venir me brancher, comme ici, par exemple. La sortie de 1 Hz, là, qui fait d'ailleurs clignoter la LED, puisque c'est la même broche, PC13, je crois bien. Bien, j'en ai ajouté une petite broche pour venir avec une sonde d'oscilloscope, pour venir pouvoir pincer ma sonde comme ceci et faire une mesure de la référence de sortie, si vous voulez, 1 Hz. Et bien sûr, j'ai ajouté une autre broche ici de masse pour venir me brancher. Et j'ai aussi ajouté une broche sur l'entrée secteur 60 Hz directement dans le microcontrôleur. Donc, je vais pouvoir faire des comparaisons dans mes mesures entre la sortie 1 Hz et l'entrée 60 Hz pour voir s'il y a mouvement relatif entre les deux. Alors voilà, c'est simplement cela. Je ne vous montre pas l'intérieur. Je me suis pris sur le transformateur, vraiment tout simplement, mais j'ai sorti les fils directement. Il n'y a rien de particulier de ce côté. Alors une fois la compensation faite, voici où est-ce que le compteur se tient. 1 seconde et 0,2 parties par million, trop élevé. Beaucoup mieux que c'était auparavant. Il est intéressant d'observer la synchronisation de notre 1 Hz avec le 60 Hz qu'on voit ici en haut. Regardez bien, il va y avoir soudainement un saut vers l'arrière du 60 Hz. C'est en fait cette horloge-ci qui fait un saut vers l'avant, qui se ralentit, et voilà. Alors, ça va être périodique, ça va se faire régulièrement, et donc, le système ajoute ou enlève des fractions de secondes. Dans ce cas-ci, il en ajoute parce que son horloge est beaucoup trop rapide, le 32 kHz. Il en ajoute pour toujours rester aligné avec ce front descendant ici. Et ça va se refaire à nouveau. Et là, naturellement, je n'ai pas ajusté la fréquence avec l'ajustement fin. Là, je suis vraiment 60 Hz versus le résonateur de 32 kHz. Donc, on voit vraiment que c'est bien à côté de la plaque. Et maintenant, je vais vous montrer lorsque j'ai fait l'ajustement de fréquence. Voilà, c'est fait. Il n'y a quasiment plus de mouvement. Il faudra attendre bien longtemps pour voir notre front de 1 Hz bouger par rapport à ce front descendant ici. Alors, les deux compensations sont en fonction. J'ai ajusté ma fréquence avec l'ajustement fin. Et maintenant, lorsque ceci va graduellement bouger dans un sens ou dans l'autre, il y aura correction par rapport aux 60 Hz. Mission accomplie. Pour pouvoir implémenter les deux solutions, soit la calibration et la lecture d'une référence externe 60 Hz, il a fallu que je fasse des petites modifications au code source, et je vous montre juste les modifications.
D'abord, disons qu'il y a plusieurs fonctions qui sont déjà définies dans la bibliothèque RTC. Et c'est ce que j'ai utilisé dans la première version de mon code source. Malheureusement, cette bibliothèque n'inclut pas toutes sortes de configurations additionnelles qu'on pourrait vouloir. Il faut donc aller écrire directement dans les registres du RTC. Et c'est ce que je fais ici. Et il a fallu que je fouille beaucoup pour essayer de comprendre quoi écrire où, donc quelle configuration mettre dans quel registre, parce qu'il y a beaucoup de registres différents, pour faire fonctionner les différentes fonctions. Ici, configurer la broche d'entrée pour la référence externe 50-60 Hz. Bien, c'est 3 registres qu'il faut écrire dans les bonnes valeurs, ce que je fais ici. Et par la suite, bien, toute la partie de faire fonctionner le 60 Hz, donc la référence 60 Hz, bien, c'est ici. D'abord, on va déverrouiller des registres qui sont verrouillés par défaut. Il faut aller écrire des bonnes valeurs. Ensuite, il faut mettre l'horloge RTC en mode d'initialisation, ce qui l'arrête et ce qui nous permet d'aller faire des configurations dans l'horloge. C'est ce que je fais ici. J'envoie la référence 1 Hz en sortie sur la broche PC13, qui incidemment est la broche de la LED. C'est la même broche, mais c'est la seule broche qu'on peut utiliser pour la sortie. Alors, je configure pour allumer cette sortie. On sort du mode d'initialisation et par la suite, on fait l'ajustement fin de la fréquence pour ramener ça le plus près possible de 1 Hz en sortie. Et le mot que j'écris, il est ici, 9,7 en hexadécimal. Et il a fallu que je le trouve, ce mot. Donc, j'ai fait des ajustements et j'ai regardé le résultat sur la fréquence de sortie. Et j'ai fait des ajustements et je regardais le résultat jusqu'à ce que j'arrive à la valeur qui, pour mon STM32 Blue Pill, correspondait à la meilleure valeur la plus près. Alors, c'est pas parfait, mais c'est assez proche, en dedans d'une partie par million, peut-être 1 ou 2 parties par million. Et de là, ben, je sais que ça va être beaucoup mieux que le 110, 115 parties par million. Lorsque l'horloge est éteinte, bien sûr, et que tout fonctionne en mode veille sur la pile, ben, c'est cette valeur qui va être la référence, si vous voulez. Et lorsque l'horloge est sous tension, ben, elle reçoit un signal 60 Hz et elle va être conditionnée par le signal 60 Hz plutôt que par cet ajustement que j'ai fait ici. Alors ça, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai passé beaucoup de temps, plusieurs heures à essayer de faire fonctionner cela. Ça ne fonctionnait pas toujours à mon goût. Il fallait aussi que je comprenne ce qui était expliqué. Mais là, ça fonctionne au final. Le reste du code de l'horloge, c'est exactement la même chose. Je n'y ai rien changé. Les deux méthodes de compensation fonctionnent de la façon suivante. Des impulsions de la référence 32 768 Hz sont retirées ou ajoutées pour faire une compensation périodique. Tout ça est une histoire de manipulation des compteurs internes qui comptent le temps finalement. Vraiment bien pensé. Tout ça est décrit dans, bien sûr, la fiche technique du STM32. Peut-être que vous l'ignorez, mais utiliser le secteur comme base de temps pour les horloges, c'est une bonne vieille technique éprouvée. La plupart des horloges et cadrans fonctionnant sur le secteur utilisent cette approche pour garantir une bonne précision. J'ai d'ailleurs fait une étude de la justesse et de la stabilité de la fréquence du secteur ici au labo il y a quelques années. Vous pouvez voir cette étude dans ma vidéo numéro 128, lien ci-dessous. Alors, quels sont les résultats de stabilité à long terme que mon horloge Annecy a donné? Bien, je viens de compléter une période de 2 semaines et l'horloge se maintient à moins d'1 seconde de l'heure UTC. Donc, mission accomplie, ça fonctionne très bien. Bien sûr, pour toutes les mesures que j'ai faites, y compris celles par le fréquence-mètre, ma référence temporelle est dérivée de la constellation GPS, considérée comme très juste et très stable, d'un niveau même atomique. Voilà pour cette vidéo. Un peu plus focus sur le STM32, oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça démontre que la plaquette Blackpill est, au final, une excellente plateforme pour construire une horloge sans ajouter de module d'horloge RTC externe. Tout est intégré à l'interne. Donc, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!